Yo tout le monde, bienvenue à vous ou à toi, ça dépend si tu es tout seul ou si tu regardes ça avec tes amis, j'espère que tu vas bien. On attaque le thème numéro 5 pour le programme d'économie de STMG, de première. C'est le thème, le dernier, hein, les marchés des biens et des services sont-ils concurrentiels, thème numéro 5. Et on va attaquer le premier chapitre qui s'intitule de ce thème, qui s'intitule le degré de concurrence selon les marchés. Alors, on est à la fin de l'année, c'est un chapitre qui est très particulier. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de voir ça en première STMG, mais bon, c'est au programme donc on va le voir. D'habitude, ce sont des choses qu'on aborde plutôt en licence, mais passons, hein, on va quand même le faire. Je sais que c'est un chapitre qui fait peur aux élèves, et franchement, il n'y a pas... Wow, c'est moche. Il n'y a pas grand-chose de compliqué. T'inquiète, on va faire ça bien. Mais pour ce faire, faut que tu sois avec moi, faut que tu sois attentif, faut que tu coupes cette arme de destruction massive et que tu la mettes en mode avion. Tu dis à tes potes, écoute, là, j'ai pas le temps, j'ai un truc à régler. Et de toute façon, d'ici les quelques minutes que tu vas passer avec moi, ça va s'éclaircir et vraiment je vais essayer de te rendre ça le plus ludique et le plus accessible possible. Si ça t'a plu, un petit commentaire, un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Fais tourner ça à toute ta classe et on enchaîne directement avec cette notion qui est super importante, c'est le marché. Qu'est-ce que c'est un marché finalement? On va faire un petit récapitulatif, mais le marché, pour faire simple, c'est le lieu réel ou virtuel, c'est-à-dire que tu peux avoir le marché à côté de chez toi ou le marché en ligne par exemple, de rencontre entre l'offre et la demande. Voilà, un marché c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'endroit où vont se rencontrer les offreurs d'un bien et les demandeurs de ce bien. Par exemple, je sais pas moi, des oranges. Au marché, il y a des gens qui vont vendre des oranges, il y a des gens qui vont acheter des oranges. Les vendeurs, on va les appeler l'offre, hein, et les clients, on va les appeler la demande. D'accord? Donc, on différencie souvent le marché des biens et des services, le marché du travail et le marché des capitaux. Je ne rentre pas dans le détail. Pour ce chapitre-là, ce n'est pas nécessaire. Mais voilà, en gros, les trois grands marchés qu'on identifie assez souvent. Ok, si tu as compris ça déjà, c'est super. Et donc, on a aussi cette notion qui revient souvent, c'est la notion de marché pertinent. Qu'est-ce que c'est le marché pertinent? Alors, pour comprendre le marché pertinent, il faut que tu comprennes ce qu'est un bien substituable. Wow, substituable, laisse-moi écrire ce que je veux, s'il te plaît. Merci. Euh, déjà, on a parlé de ça lors du chapitre sur les facteurs de production. Je te laisse regarder, ça va apparaître quelque part ici. Les biens substituables, qu'est-ce que c'est? Ce sont des biens que tu peux remplacer. Je sais pas, moi, par exemple, le thé et le café, par exemple. Ok, ce sont des biens qui vont répondre aux mêmes besoins, prendre une boisson chaude, par exemple. Ok. Et en fait, si tu veux, le marché pertinent, qu'est-ce que c'est? C'est le marché qui va regrouper l'ensemble des produits considérés par les consommateurs comme substituables, oh là là mon dieu, substituables les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si on prend, je sais pas moi, le marché pertinent, hein, j'insiste bien, le marché pertinent, je sais pas moi, de la photographie, forcément, tu vas avoir les appareils photo, mais également les smartphones qui peuvent prendre des photos, les tablettes, les appareils jetables, je ne sais pas si ça existe encore, etc., etc. Donc, on parle de marché pertinent lorsque tous les produits qui sont considérés comme substituables sont considérés. D'accord? Là, dans ce cas-là, on parle de marché pertinent. Et donc, le marché pertinent de la photographie, tu vas avoir tout ce qui peut permettre de prendre des photos en dehors des appareils photo. C'est-à-dire que tu auras dans ce marché pertinent-là de la photographie les appareils photo, bien évidemment, mais également tout ce qui permet de prendre des photos. Et on parle de biens substituables. Ok? Donc, voilà pour cette définition de marché pertinent. Et donc maintenant, on va parler ensemble de degré concurrentiel et d'intensité concurrentielle. Maintenant que c'est fait, on va parler ensemble de l'intensité
concurrentiel sur un marché. Donc sur un marché, tu vois, il y a différentes structures de marché. Qu'est-ce que ça veut dire une structure de marché? En gros, c'est l'état de concurrence d'un marché. Est-ce qu'un marché il est très concurrentiel ou est-ce qu'un marché il n'est pas concurrentiel? Je te donne un exemple. Imagine tu vends des limonades devant chez toi. Et devant chez toi, il n'y a absolument personne qui vend des limonades. Bah forcément, ce ne sera pas très concurrentiel. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas de concurrence autour de toi. Tu as le marché qui est libre. Par contre, si à côté de toi, il y a des personnes qui se mettent aussi à vendre des jus de fruits ou autres, bah forcément, ça va être beaucoup plus concurrentiel. D'accord? Donc, la structure de marché, c'est ça. C'est de se poser la question, quelle est l'intensité et quelle est la concurrence sur ce marché. Et plus il y a d'entreprises, plus le marché va être forcément concurrentiel. Ça va de soi. Et donc, on va ensemble donner des noms à ce type de marché. Comme ça, tu vois, on utilise un vocabulaire scientifique, c'est important. Donc, on a par exemple un marché très concurrentiel. Hop, très concurrentiel. Donc, un marché très concurrentiel, on va même parler parfois de concurrence pure et parfaite. Alors, la concurrence pure et parfaite, elle répond à plusieurs facteurs, à plusieurs principes. Je ne te les donne pas maintenant, d'accord? Mais en tout cas, sache que si tu continues les études dans l'économie notamment, tu verras ce marché de concurrence pure et parfaite. Après, tu peux très bien aller faire des recherches, mais je ne te donne pas les éléments, les principes de la concurrence pure et parfaite, mais en tout cas, il faut que ce terme-là, il soit dans un coin de ta tête, ok? Ensuite, donc en gros, un marché très concurrentiel, c'est un marché où tu as énormément d'offres et énormément de demandes. Donc de nombreux offreurs, donc de nombreuses entreprises, et une forte demande. D'accord? Donc là, on est sur un marché concurrentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entreprise qui a un pouvoir. Je te reprends l'exemple des jus de fruits tout à l'heure. Tu es devant chez toi, il n'y a que toi qui vends. Tu vends au prix que tu veux. Puisqu'il n'y a que toi qui vends, les gens vont forcément venir t'acheter des boissons s'ils ont vraiment soif et qu'ils sont à 14 000 km d'un débit de boisson. Ils vont venir te voir et ils vont venir acheter au prix que tu as fixé. Par contre, s'il y a plein d'entreprises autour de toi, s'il y a plein de personnes autour de toi qui vendent des jus de fruits, forcément, tu ne vas pas pouvoir pratiquer le prix que tu veux. Et bien, c'est un petit peu pareil. C'est même exactement pareil sur les marchés. Ok, donc, on a un marché très concurrentiel dans un premier temps. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'oligopole. Oligopole. Qu'est-ce que c'est l'oligopole? En gros, c'est une intensité concurrentielle qui est plus faible. Et en gros, si tu veux, tu as quelques entreprises, quelques offreurs pour un grand nombre de demandeurs. Je te donne un exemple très concret de ce qu'on pourrait caractériser comme étant un oligopole. Le marché de la téléphonie, par exemple. Aujourd'hui en France, tu as quelques acteurs. Tu as, je ne sais pas moi, SFR, Orange, Bouygues, Free, par exemple. C'est les principaux. Et tu as quelques offreurs et tu as un grand nombre de demandeurs. On appelle ça un oligopole. Okay? Ensuite, on a le monopole. Alors le monopole, qu'est-ce que c'est cette structure? Tu connais très certainement. C'est un seul offreur avec un grand nombre de demandeurs. Donc voilà, par exemple, pour le monopole, tu as un seul acteur qui vend. Tu as un seul offreur. Tu n'as pas 1000 entreprises, tu n'en as qu'une. Et c'est comme ça. Maintenant, tu vois, par exemple, on a des Ouigo, etc. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, tu n'avais que SNCF. Et du coup, SNCF était en situation de monopole. Pourquoi? Parce que si tu voulais prendre le train, tu n'avais pas le choix, tu prenais SNCF. Maintenant, tu as Ouigo, par exemple. Donc voilà, tu as une certaine forme de concurrence. Mais avant, SNCF était en situation de monopole. Okay? Et tu as un autre, comment dirais-je, une autre structure de marché que je te donne maintenant, je t'en ai parlé un petit peu. C'est le cartel, en fait. C'est un petit nombre d'offreurs qui s'entendent sur le prix face à une grande demande. En gros, le cartel, c'est comme l'oligopole, d'accord? Mais un petit peu, si tu veux, ils font quelque chose d'illégal. Et d'ailleurs, c'est quoi? Je te reprends l'exemple de SFR, Bouygues et Orange.
Avant l'arrivée de Free, bon, tu n'as peut-être pas connu cette arrivée, mais avant Free, tu avais Bouygues, SFR et Orange. Et en fait, si tu veux, ils pratiquaient des prix élevés et ils essayaient de s'entendre au niveau des prix pour pas perdre en bénéfice, si tu veux. Et ça, c'est interdit. On n'a pas le droit sur un marché de s'entendre sur les prix. On n'a pas le droit de s'appeler, SFR n'a pas le droit d'appeler Orange en disant écoute, on va vendre à tel prix, il ne faut pas qu'on vende en dessous, t'es ok, comme ça on va gagner plein d'argent, etc. Ça, c'est interdit. Et on appelle ça un cartel en fait finalement. Et d'ailleurs, ils ont été condamnés pour ça. Et c'est l'arrivée de Free qui a complètement bouleversé, si tu veux, le prix des forfaits. Avant, par exemple, les SMS, tu n'avais pas des SMS illimités, tu avais un nombre restreint de SMS. Les appels illimités, c'était une folie en fait, c'était même pas imaginable. Et tu as commencé à avoir des forfaits où tu pouvais appeler le soir et le week-end en illimité, mais avant c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et en fait on était dans une situation de cartel, c'est-à-dire une sorte d'oligopole, sauf que les entreprises s'entendent sur le prix et ça c'est interdit. Ok. Donc voilà, également tu sais sur un marché, il y a peut-être des entreprises qui veulent intégrer ce marché-là. Et en fait, il y a un phénomène qui empêche les entreprises d'intégrer un marché. Et ce phénomène, ça s'appelle comment? Ça s'appelle, c'est pas un phénomène, mais c'est un fait, les barrières à l'entrée. Qu'est-ce que c'est qu'une barrière à l'entrée? Hop, bah, décidément. Une barrière à l'entrée, en gros, c'est un obstacle qui va rendre compliqué l'insertion sur le marché pour une entreprise ou l'implantation sur le marché d'une entreprise. D'accord? Donc c'est un obstacle, clairement, qui rend difficile l'accès à un marché pour une entreprise. Je te donne un exemple très très concret. Je veux vendre des avions. À un niveau technologique, niveau moyen, niveau logistique, il y a trop de barrières à l'entrée, tu vois. Et donc, c'est ce qui fait que ça va être compliqué pour moi d'intégrer ce marché-là. Donc, il y a plusieurs types de barrières à l'entrée. Tu as les barrières juridiques, par exemple. Moi, je veux faire comme quelqu'un, je veux faire le même produit que lui, mais la personne a déposé un brevet, les protéger juridiquement. Je ne peux pas faire la même chose que lui, par exemple. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi la barrière économique. Je t'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut des moyens trop importants pour intégrer un marché. Il y a des marchés où c'est pas possible d'entrer en concurrence si tu n'as pas de gros moyens. Par exemple, je sais pas moi, lancer une agence nationale d'immobilier. Il faut de gros moyens à l'entrée, donc c'est pas donné à tout le monde. Également, tu as la barrière à l'entrée technologique. Par exemple, en fait, je sais pas, mais si je veux me lancer, je sais pas, je veux faire des microprocesseurs, etc. Je veux créer des PC. Tu vois, il y a Microsoft et il y a Mac. Si moi, je veux créer des ordinateurs, par exemple, technologiquement parlant, il y a un certain niveau à avoir et ça crée une barrière, ça crée un obstacle que tout le monde ne peut pas avoir, tu vois. Et également, tu as la barrière à l'entrée commerciale également. Si par exemple, moi, je veux faire je sais pas moi, des vêtements de luxe, je fais face à des concurrents qui ont une certaine notoriété. Et bien évidemment, c'est compliqué pour moi de m'insérer et dire coucou, je vais vendre des habits de luxe face à des Hermès ou j'en passe, tu vois. Donc, eux, ils ont une barrière à l'entrée commerciale qui rend très difficile l'implantation de nouvelles entreprises sur ce marché-là. Ok. Donc en gros, ce que tu dois retenir sur la barrière à l'entrée, c'est simplement qu'il s'agit d'un obstacle qui rend difficile pour une entreprise l'accès à un marché et il existe plusieurs types de barrières à l'entrée. Ok. Alors, on va continuer à parler de concentration d'entreprises et il y a un indice qui est connu, qui est très simple à comprendre et je vais te donner un exemple maintenant et je vais t'expliquer cet exemple-là, d'accord? Donc, on reste sur, comment dirais-je, l'intensité concurrentielle, d'accord? Et en fait, cette intensité concurrentielle, tu peux la mesurer. Tu vois, savoir si tu es dans une situation où beaucoup d'entreprises se partagent tous les demandeurs, à savoir une situation concurrentielle, ou alors si tu te rapproches de l'oligopole ou du monopole, ou si plutôt quelques entreprises se partagent le gros du marché, si je puis dire. Ok. Donc la concentration
d'une entreprise, enfin la concentration pardon, d'un marché, c'est de savoir si le marché est très concurrentiel ou pas concurrentiel. D'accord? Et un marché qui n'est pas concurrentiel, bah, c'est quelques entreprises qui vont se partager le plus gros du gâteau. Ok? Et donc, on va mesurer cette concentration-là. Alors, on mesure la concentration d'un marché par un indice qui s'appelle IHH. C'est l'indice de Herfindahl. Hop, Herfindahl. Hirschman. Voilà, comme ça. Hirschman. Donc, l'indice d'Herfindahl-Hirschman, qu'est-ce que c'est? C'est un indice qui permet de mesurer l'intensité concurrentielle sur un marché. D'accord? Donc, cet indice-là, en fait, tu vois, il a une interprétation. Si l'indice, il est en dessous de 2000, c'est que là, le marché est peu concentré. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce n'est pas peu d'entreprises qui se partagent le gros du gâteau. Ça veut dire que le gâteau, il est partagé entre toutes les entreprises, plus ou moins. Ok? Si l'indice, il est compris entre 1000 ou 2000, ça veut dire que finalement, le marché est relativement concentré. Enfin, si l'indice, il est supérieur à 2000, ça veut dire que le marché est fortement concentré. D'accord? Donc ça veut dire que finalement, on est dans une situation où un petit nombre d'entreprises se partagent le gros du gâteau. Comment on calcule cet indice? C'est très simple. Il faut prendre les parts de marché. Donc les parts de marché, qu'est-ce que c'est? C'est la part de vente d'une entreprise sur un marché. Par exemple, si SFR a 40% des ventes, ça veut dire que sur le marché de la téléphonie, des abonnements, eh ben, SFR a 40% de part de marché, donc elle a 40% des ventes, tout simplement. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut additionner. Donc il faut additionner mon Dieu, les parts de marché au carré. Je vais te donner un exemple très concret maintenant. Imagine, on a une entreprise, donc les parts de marché sont les suivantes. On a une entreprise qui fait 40% de parts de marché. On a une entreprise qui fait 30% de parts de marché, donc elle a 30% des ventes totales. On est sur, je sais pas moi, le marché de la basket, d'accord? Je dis peu importe. Donc il y a une entreprise qui a 40% des ventes. Il y a une entreprise qui a 30% des ventes. Il y a une entreprise qui a 10% des ventes. Il y a une entreprise qui a 8% des ventes, il y en a une qui a 7% des ventes et il y en a une qui a 5% des ventes. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que ce marché est très concentré ou pas. Et bien pour ça, on va calculer l'indice de Herfindahl-Hirschman. Comment on fait? On va additionner les parts de marché au carré. Donc je vais prendre chacune des parts de marché et je vais les multiplier par elles-mêmes, donc au carré. Donc ici, on a 40 fois 40, donc ça fait 1600. Ensuite, on a 30 fois 30, donc ça fait 900. Ensuite, on a 10 fois 10, ça fait 100. Hop, pardon. Ensuite, on a 8 fois 8, ça fait 64. Ensuite, on a 7 fois 7, ça fait 49. Et ensuite, on a 5 fois 5, ça fait 25. Ok. J'additionne tout ça, d'accord? Donc, ça fait 1600 plus 900 plus 100 plus 64 plus 49 plus 25 et ça fait 2738 de tête. Non, je déconne, c'est pas de tête. Mais voilà, tu as l'exemple. Et donc, 2738, bah, on est dans ce cas-là. Et donc, on peut dire ici que le marché de la basket est fortement concentré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a quelques entreprises qui se partagent le gros du gâteau finalement. Et donc, ce n'est pas un marché qui est ultra concurrentiel finalement. D'accord? C'est un marché qui est fortement concentré. Ok? Donc, voilà pour l'indice d'Herfindahl-Hirschman. D'accord? Un indice très très simple. On prend les parts de marché, on les met au carré, on les additionne et j'interprète en fonction de ça. Ok, si je suis en dessous de 1000, ben c'est le marché, ça veut dire que le marché est peu concentré. Si je suis entre 1000 et 2000, il est relativement concentré. Par contre, si je suis au-dessus de 1000, il est fortement concentré. Ok? Est-ce que ça va jusque-là? Ouais.
Alors, je vais te montrer autre chose, s'il te plaît, c'est la fixation du prix sur un marché concurrentiel. Alors, comment se forme le prix sur un marché concurrentiel finalement? Alors, je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'en situation de monopole, si toi, tu vends tes limonades devant chez toi, qu'il n'y a personne, et que tu es le seul vendeur de limonade, et qu'aux alentours, il n'y a vraiment personne et qu'il faut faire 15 km pour acheter à boire, tu pratiques le prix que tu veux. Tu peux vendre ta limonade 8 euros. Les gens vont acheter. Pourquoi? Parce que tu es le seul. Tu es dans une situation de monopole. Ok. Dans un marché très concurrentiel, de concurrence pure et parfaite, c'est exactement le contraire. C'est le marché qui va fixer le prix. Et c'est le marché qui va fixer également les quantités vendues. Comment ça se passe? Je vais te montrer ça maintenant. Hop, alors attends, tac. Je vais te montrer ça maintenant. Ok. Alors, ici, tu as un graphique. Donc ici, en ordonnée, on a le prix et en abscisse, on a les quantités. Je vais te faire une démonstration pour que tu comprennes comment est fixé le prix sur un marché de concurrence pure et parfaite, sur un marché concurrentiel. Donc on a dit le monopole, je choisis moi-même le prix. Sur le cartel, on est dans une situation d'oligopole un petit peu et les gens vont s'appeler pour fixer un prix, ce qui est illégal. C'est contraire au marché. Donc maintenant, on va voir ensemble comment ça se passe sur un marché de concurrence pure et parfaite. Alors avant, je te pose une question. Imagine sur un marché concurrentiel, imagine, je ne sais pas moi, on prend vraiment un bien au hasard. Imagine les céréales, je sais pas moi, les Coco Pops. Tu vois, c'est trop bon en plus les Coco Pops. Imagine que les Coco Pops, le prix, il baisse. Le prix, il baisse jusqu'à arriver à 10 centimes le paquet. Est-ce que les gens, face à un produit dont le prix baisse énormément, ils vont plus en demander ou ils vont moins en demander? Bien évidemment, les gens vont plus demander ce produit-là. Pourquoi? Parce que comme le prix baisse, on va en acheter beaucoup plus. Parce que ça nous coûte, excuse-moi, moins cher. Et donc, la demande est une fonction décroissante du prix. Je vais la mettre en bleu. Voilà. Voilà. Donc la demande est une fonction décroissante du prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque mon prix baisse, la demande va augmenter. Bon, ça c'est D1, d'accord? Je te le mets en bleu aussi. Tac. Voilà. Allez, bichon, je te le mets en bleu. Donc voilà. Par contre, imagine-toi, tu es sur un marché, tu vends des calculatrices. Et tu te rends compte que, et en fait, tu vois le marché des calculatrices, et tu te rends compte que les calculatrices, elles coûtent de plus en plus cher. Toi, tu ne sais pas quoi vendre. Tu vas te dire, finalement, je vais vendre des calculatrices. Pourquoi? Parce que le prix, il augmente. Et du coup, si le prix il augmente, il y a moyen de se faire de l'argent. Tu sais quoi? C'est un petit peu comme le Bitcoin. Je ne sais pas si tu as suivi. Mais lorsque le prix du Bitcoin a augmenté, tout le monde s'est dit, oh là là, il faut que j'aille sur le marché du Bitcoin. Bon, l'exemple, il est pris là, c'est pas le même type de marché, mais passons. Mais du coup, il y a de plus en plus de personnes qui se sont dit, voilà, je vais aller sur le marché, je vais offrir des bitcoins, etc., etc. Là, l'offre, c'est une fonction croissante du prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le prix augmente, ça va attirer de plus en plus de personnes sur le marché. Et donc, l'offre est une fonction croissante du prix. Tac. Tu vois ce croisement entre l'offre et la demande, entre les quantités offertes et les quantités demandées, ça va contribuer à ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Donc ici, en fait, tu vois, là, T0, elle augmente. Ici, on a ce qu'on appelle le prix, le prix d'équilibre. Et donc, sur un marché de concurrence pure et parfaite, ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire on va vendre à tel prix. Non, non. C'est-à-dire que l'offre et la demande vont se croiser à un prix d'équilibre et ils vont se croiser également à une quantité d'équilibre. Donc, c'est le marché qui va définir combien de quantité on va vendre. Alors, des fois, c'est un petit peu flou
cette analyse, tu vois. Mais encore une fois, il faut que tu te dises que c'est une manière de voir les choses et d'appréhender l'économie, d'accord? Que la concurrence pure et parfaite, on va pas se mentir, il y a peu de marchés ou voire pas de marché où ça se vérifie véritablement, mais simplement, si tu veux, cette manière de voir les choses, en fait, c'est de s'appuyer sur les mathématiques pour comprendre l'économie. D'accord? Vraiment, il faut que tu mettes ça dans un coin de ta tête. Souvent, on nous dit, oui, le marché du blé, c'est comme ça répond au principe de la concurrence pure et parfaite et tout. Même ça, en réalité, c'est un petit peu discutable. Mais ce qu'il faut que tu retiennes sur un marché de concurrence pure et parfaite, un marché très concurrentiel, c'est exactement le contraire du monopole. Le monopole, je fixe moi-même mon prix. Sur le marché de concurrence pure et parfaite, sur un marché concurrentiel de type de concurrence pure et parfaite, c'est exactement le contraire. L'offre et la demande vont se croiser et ils vont aboutir à un prix d'équilibre et à une quantité d'équilibre. Donc c'est le marché qui va définir le prix. Si tu as compris ça, c'est parfait. Si tu as compris que la demande, c'est une fonction décroissante du prix, que l'offre, c'est une fonction croissante du prix, et que le croisement aboutit à un prix d'équilibre, à une quantité d'équilibre, et que c'est le marché qui définit le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre, franchement, tu es au top. Si tu as compris ça, tu es grave au top. Ok ? Donc j'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas à revenir en arrière et à regarder ça, d'accord ? Je pense que la démonstration, elle est plutôt claire. On va arriver à la dernière chose sur ce chapitre, un truc qui vous fait vraiment sortir de vos gonds, qui vous déprime, c'est l'élasticité prix-demande. Alors, qu'est-ce que c'est l'élasticité prix-demande? On va voir ça ensemble maintenant. Alors, l'élasticité prix-demande, c'est, en gros, ça permet de mesurer la variation de la quantité lorsque le prix varie. Je te donne un exemple. Je vends du café, je change de prix, j'augmente le prix de 10 € le kilo. Quelle va être la variation de la quantité? Est-ce que je vais vendre moins? Est-ce que je vais vendre plus? Et si je vends moins, à hauteur de combien? Et en fait, ça, tu vois, pour les entreprises, c'est super important de le savoir. Bien évidemment, l'objectif de l'entreprise, c'est de gagner plus. Donc, ils vont se dire, je vais augmenter mon prix. Ouais, mais si j'augmente mon prix, ça va avoir un impact sur la quantité. Et donc, finalement, à la fin, je vais peut-être pas me retrouver avec plus d'argent. Et donc, on calcule ça avec l'élasticité prix de la demande. L'élasticité prix de la demande, si tu veux, ça va te donner un résultat. Je vais d'abord te donner l'interprétation et après, on va faire un exemple tous les deux. Alors, si l'élasticité, elle est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune réaction du prix sur la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'augmente le prix, il n'y aura aucune réaction, ça ne va pas changer les quantités demandées, je vais vendre toujours autant finalement. Ok? Si l'élasticité, tu vois, c'est un chiffre qu'on va trouver, elle est égale à -1, ça veut dire que la demande est très élastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une petite variation du prix va énormément influencer les quantités vendues. Je vais changer un tout petit peu mon prix, mais ça va avoir un effet incroyable sur les quantités. Donc, on parle d'une élasticité, d'une demande très élastique. Ok? Ensuite, l'élasticité, elle peut être comprise entre 0 et -1. Attends, je vais te le faire comme ça. Elle est comprise entre 0 et -1, c'est pas divisé. Donc ici, on peut dire que la demande est peu élastique. Si le chiffre que tu trouves est compris entre 0 et -1, la demande elle est peu élastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la variation du prix entraînera une petite variation de la demande. D'accord? Donc je récapitule. Si l'élasticité est égale à 0, il n'y a aucune réaction. Donc on est sur une demande qui n'est pas élastique. L'élasticité, si elle est égale à -1 ou plus, ça veut dire que la demande est très élastique. Donc la variation, une petite variation du prix va avoir un impact significatif sur la demande. Et enfin, on est ici sur lorsque l'élasticité est comprise entre 0 et -1, on est sur une demande qui est peu élastique, c'est-à-dire que la variation du prix va changer un petit peu les quantités demandées. Et aussi, je t'en parle maintenant, on a une élasticité qui est positive, d'accord? Et ça veut dire que
bah, l'augmentation du prix va augmenter la demande. Et ça, je t'explique ça après, d'accord? Donc l'augmentation du prix entraîne une hausse de la demande. Donc c'est bizarre, tu vois, tu dis attends, j'augmente le prix, mais les gens ils veulent acheter encore plus. C'est bizarre cette affaire. Bref, on va faire un petit exemple et je vais t'expliquer tout ça maintenant. Alors, on a dit que déjà il y a une formule pour mesurer, calculer l'élasticité prix-demande. Je vais te la donner maintenant. Alors, déjà, pour se faciliter la tâche, il faut connaître la formule du taux d'évolution. Alors, le taux d'évolution, la formule, elle est toute simple. C'est arrivée moins départ sur départ. Multiplié par 100 si besoin, mais là, on ne va pas être dans ce cas-là. Donc, on va rester sur ça. Donc, c'est arrivée moins départ sur départ. Et ici, d'accord, c'est bien comme ça. Tac. Donc, tu fais d'abord ça, tu fais ça moins ça, divisé par ça. Ok, je sais pas, moi, par exemple, le prix de, je sais pas, de ton t-shirt, il passe de 5 à 10 euros. Le prix d'arrivée, bah, c'est 10. Le prix de départ, c'est 5. Il passe de 5 à 10 euros. Donc, le prix d'arrivée, c'est 10. Le prix de départ, c'est 5. Ok. Et du coup, en fait, l'élasticité prix-demande, bah, ça va être deux taux d'évolution. On va faire un taux d'évolution pour la demande et un taux d'évolution pour le prix. Donc, je te donne la formule de l'élasticité demande et tu verras avec l'exemple, bah, ça va être très simple. L'élasticité prix-demande, en fait, c'est la variation de la demande sur la variation du prix. Ok. Donc, la variation de la demande, bah, ça va être ça. Et la variation du prix, bah, ça va être ça aussi. Et je vais te donner un exemple très concret maintenant. Imagine, tu as une tablette qui est passée de 350 euros à 375 euros. OK? Et les ventes de cette tablette, elles sont passées de 66 tablettes vendues à 49 tablettes vendues. Donc ici, on voit qu'il y a une évolution au niveau du prix de la tablette. Et ici, on voit qu'il y a une évolution au niveau de la demande de la tablette. Ok, je te mets ça comme ça. Et je te mets ça comme ça. Donc, on a vu que l'élasticité prix-demande, la formule, c'était variation de la demande divisé par variation du prix. Et on a vu que pour calculer une variation, eh ben, je devais faire ma formule du taux d'évolution ici. Eh ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. D'accord? Donc, on va commencer par la variation de la demande. La demande, c'est quoi? Je suis passé de 66 unités vendues, 66 tablettes vendues, à 49. Alors, ma valeur d'arrivée de la demande, c'est quoi? Ma valeur d'arrivée de la demande, c'est quoi? Je suis passé de 66 à 49. Donc, ma demande à l'arrivée, c'est 49. Donc, je vais faire 49. Je ne sais pas pourquoi c'est en rouge. Je vais faire 49 moins ma valeur de départ. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 66. Je suis parti de 66. Moins 66 divisé par ma valeur de départ, on a dit que c'était 66. Et donc, je vais trouver combien? Je vais trouver moins 0,26. Donc ici, j'ai ma variation de la demande. Je vais te la mettre en couleur. J'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé un chiffre négatif. Il n'y a pas de mal. OK. Maintenant, je vais faire la variation du prix. Donc le prix, il est passé de 350 à 375. Ma valeur d'arrivée, c'est quoi ici? Bah, c'est 375. Moins ma valeur de départ, c'est quoi? C'est 350. Divisé par 350. Et donc, je vais trouver 0,07. Et donc ici, j'ai ma variation du prix. Et donc, pour trouver l'élasticité demande, eh ben, j'ai ça divisé par ça et je vais trouver. Je te rappelle que ce chiffre-là, on va l'interpréter. Je t'ai donné l'interprétation tout à l'heure.
Donc, hop, voilà. Donc maintenant, bah, l'élasticité prix-demande, c'est égal à la variation de la demande, donc moins 0,26, divisé par la variation du prix 0,07, et c'est égal à moins 3,7. Et donc, ici, j'ai trouvé mon élasticité prix-demande. Et tout à l'heure, on a vu l'interprétation. Donc ici, j'ai mon élasticité prix-demande qui est égale à moins 3,7. Et donc ici, on a vu que lorsque l'élasticité est égale à moins 1 ou en dessous de moins 1, la demande est très élastique. Conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ce marché-là, sur le marché de la tablette, une petite variation du prix va avoir un impact significatif sur la demande. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire que lorsque je modifie le prix de ma tablette, ici, eh ben, je vais avoir un impact énorme sur les demandes. Et donc, moi, si je vends des tablettes, il faut que je fasse attention au prix. Il faut que je fasse attention au prix parce que là, j'ai voulu augmenter le prix de 25 €, mais finalement, j'ai eu énormément de pertes et du coup, il y a une grosse élasticité de la demande. Voilà ce que ça veut dire l'élasticité. Quel est l'impact de la variation du prix sur les demandes? Ok? Donc on récapitule sur l'élasticité prix-demande et après on verra l'élasticité prix croisé juste après. Donc ça mesure la variation de la quantité lorsque le prix varie. Pour ça, il faut que je connaisse la formule de mon taux d'évolution. Le taux d'évolution, la formule elle est très simple, c'est arrivée moins départ divisé par départ. Ici, j'ai une demande qui a été modifiée. Je suis passé de 66 à 49 vendus. Donc, c'est ma demande. Ici, le prix est passé de 350 € à 375 €. Donc, j'ai une évolution également. Je fais l'évolution. Alors, attention, on commence bien par la valeur d'arrivée. Et la valeur d'arrivée, ici, c'est 49. Ce n'est pas 66, c'est 49. Donc, je fais valeur d'arrivée moins départ sur départ. Et je trouve ceci. Je fais la même chose pour le prix. Ensuite, je fais simplement variation de la demande, ici, divisé par variation du prix, et je trouve mon élasticité prix-demande, qui est négative. Et on a dit ici, une élasticité prix-demande égale ou inférieure à moins 1, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, etc. On est sur une demande très élastique, c'est-à-dire qu'une petite modification du prix va avoir un impact sur les quantités demandées. Ok ? Donc voilà pour l'élasticité prix-demande. Et maintenant, on va voir l'élasticité ensemble croisée, qui est pas plus compliqué, vous verrez, l'élasticité croisée. Donc vous allez voir, l'élasticité croisée, en fait, elle mesure, alors écoutez bien, elle mesure la variation d'une quantité demandée d'un bien par rapport à la variation relative, on peut même mettre relative ici, et je vous explique ça après, du prix d'un autre bien. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? T'inquiète, je t'explique. Calme-toi, t'inquiète pas. De toute façon, on a la fin de l'année, là, ton niveau d'économie, il est au top, je te jure. Donc, je vais t'expliquer ça. En gros, si j'augmente le prix d'un bien, est-ce que ça va avoir un effet sur le prix d'un autre bien, sur la quantité, pardon, d'un autre bien? Je répète. Si j'augmente le prix d'un bien A, je vais te donner un exemple, est-ce que ça va avoir un impact sur les quantités d'un bien B? Pour ça, il faut comprendre deux termes. On a d'abord des biens qui sont substituables. Par exemple, le café et le thé. Si j'augmente le prix du café, est-ce que ça va avoir un impact sur la quantité de thé vendu? On peut se poser la question. Si le café, là, il prend 20 € le kilo, crois-moi que les gens, ils vont consommer du thé. Donc, l'augmentation du prix du café va avoir un impact sur les quantités de thé. Tu vois ce que je veux dire? Et également, on a des biens qui sont complémentaires. Je donne un exemple très concret. La voiture et l'essence. Si j'augmente le prix de l'essence,
est-ce que ça va avoir un impact sur les quantités de voitures vendues? Et bien évidemment, les gens ils vont se dire, mais attends, l'essence elle est devenue trop chère, moi je ne vais pas acheter une voiture, je vais prendre les transports en commun, je vais prendre le vélo, je vais prendre la trottinette, etc. Ou bien même un scooter ou que sais-je. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, l'élasticité croisée, elle permet de voir si des produits sont substituables, s'ils sont remplaçables ou s'ils sont complémentaires. D'accord? Et on va voir comment on interprète ça. Donc en fait, pour interpréter ça, je vais t'expliquer. Donc, si l'élasticité croisée, on va l'appeler EC, est positive, ça veut dire que les biens sont substituables. Substituables. Oh là là. Substituable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le consommateur, je vais aller vers un produit, ça remplit la même fonction. Par exemple, le café ou le thé, avoir une boisson chaude au petit déjeuner. Tu vois, donc si l'élasticité croisée, elle est positive, supérieure à 0, ça veut dire que les biens sont substituables. Si l'élasticité croisée, elle est négative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le prix augmente, alors la demande baisse. Si le prix du bien A augmente, alors la demande du bien B baisse. Et donc, les biens sont complémentaires. Et ça, c'est l'exemple ici, tu vois, de la voiture et de l'essence. Par exemple, si pour la voiture et l'essence, on aura certainement une élasticité croisée négative. Ça veut dire que si j'augmente le prix du bien A, c'est-à-dire le prix de l'essence, si j'augmente le prix de l'essence, alors la demande du bien B, à savoir les voitures, va baisser. Et donc, les biens sont complémentaires. Et enfin, si on a une élasticité croisée nulle, ça veut dire que les biens sont indépendants. Par exemple, je sais pas, je dis ça au hasard, le fromage et les chaussettes. Tu vois, je sais pas pourquoi il dit ça, mais tu m'as compris. Ok, donc cette interprétation-là, je te la garde ici. Tac, on en parlera juste après. Et donc, on va faire un petit exemple. Ok, donc, pour ça, tu auras toujours besoin de ton taux de variation, d'accord? Et l'élasticité croisée, franchement, la formule est très simple. C'est quoi? Je vais te prendre ça ici. Hop, comme ça, tu l'as encore sous les yeux. D'accord? Si jamais tu n'as pas la formule du taux d'évolution. Et donc, la formule de l'élasticité croisée, ça va être quoi? Ça va être la variation de la demande du produit A divisé par la variation du prix du produit B. Pareil, ça a l'air super compliqué, etc. Ça ne l'est pas du tout. Je vais te montrer ça maintenant. Tac. Alors ça, je le coupe. Et donc, tu as la formule. Je vais te donner un énoncé. Imagine, tu vois une tablette. La tablette, elle est passée de 280 € à 350 €. OK? Et par contre, les housses, tu vois les housses que tu mets là pour protéger ta tablette, elles sont passées de 450 unités vendues à 245 housses vendues. Tu vois? Et donc ici, tu as une variation de prix d'un bien. Ici, tu as une variation de la demande d'un autre bien. Et donc, on va faire ensemble la formule. Donc d'abord, je dois trouver la variation de la demande du produit A. Donc pour ça, je vais prendre ces données-là et je vais prendre ma formule du taux d'évolution. Alors c'est parti. L'arrivée, c'est quoi pour la demande? L'arrivée, c'est 245. C'est là où j'ai fini. Moins 450, c'est mon départ, divisé par 450. Et donc, je vais trouver moins 0,45. Hop, moins 0,45. Ok, donc ici, j'ai cette... Attends, tac. Ici, j'ai cette donnée-là. La variation de la demande du produit A. Ok, à savoir mes housses. Maintenant, je vais faire la variation du prix du produit B, à savoir les tablettes. Donc pour les tablettes, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé de 280 à 350. Donc l'arrivée, c'est 350. Moins 280 divisé par 280. Et donc, je trouve 0,25.
Et donc là, j'ai ici la variation du produit B. OK? Et donc maintenant que j'ai fait ça, je peux calculer mon élasticité croisée. Donc je fais 0,45 moins 0,45, attention, c'est négatif, divisé par 0,25 et je vais trouver moins 1,08. Et donc là, je vais pouvoir interpréter. Donc on a dit ici, l'élasticité croisée est négative et donc on a dit que une élasticité négative, on parlait de biens complémentaires. Et donc on peut affirmer que la variation du prix des tablettes aura un impact sur les quantités vendues de housses. Je répète, la variation du prix de la tablette aura un impact sur la quantité des housses vendues. Et donc, ça prouve bien que les produits sont complémentaires, qu'ils vont ensemble. OK ? Donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a fait deux taux d'évolution. Je te rappelle vraiment la formule du taux d'évolution. Arrivée moins départ divisé par départ. On a fait ça pour la demande, à savoir la housse, qui passait de 450 housses vendues à 245 housses vendues. Et on l'a fait également pour le prix, qui est passé de 280 à 350. J'ai fait ça, tac, j'ai fait ma petite division et j'ai trouvé un chiffre négatif. Et après ça, bien évidemment, cher élève, il faut que tu l'apprennes par cœur. L'interprétation, il faut que tu l'apprennes par cœur. L'interprétation de l'élasticité croisée, il faut que tu l'apprennes par cœur. Et l'interprétation de l'élasticité prix-demande, il faut que tu la connaisses par cœur. Alors, juste une chose par rapport, et on aura fini sur ça. Tout à l'heure, je t'ai dit, oui, je t'expliquerai une élasticité prix-demande. Elle peut être positive, c'est-à-dire que lorsque le prix augmente, la demande, elle augmente. Tu te dis, non, mais c'est bizarre, en fait. Et en fait, si tu veux, tu as un cas comme ça, tu as même plusieurs cas en réalité. Hein. Tu as ce qu'on appelle les biens Veblen. Et en fait, si tu veux, les biens Veblen, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui est bien de luxe. C'est-à-dire que le fait d'augmenter le prix d'un bien de luxe va augmenter la demande et les gens fortunés vont vouloir ce bien également pour pouvoir se démarquer un petit peu socialement. Donc ça, c'est un type de bien. Tu as aussi les biens Giffen. Donc ça, par contre, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le prix des pâtes va augmenter, tu vas plus consommer de pâtes parce que tu n'auras plus de place dans tes revenus, tu n'auras plus d'argent pour consommer le reste, en fait. Donc ça peut être le cas aussi dans les produits de première nécessité, mais ne te prends pas la tête avec ça. Simplement, lorsqu'une élasticité prix-demande est positive, c'est-à-dire que l'augmentation du prix entraîne une hausse de la demande. Et donc, on peut se dire c'est très bizarre. Mais pour les produits de luxe, ça peut être le cas. Et pour les biens Giffen, moi, je te laisse regarder ça. Donc voilà. Alors, je te prends encore, 5, max 10 minutes pour attaquer le dernier chapitre de ce programme, à savoir les stratégies des entreprises pour réduire l'intensité concurrentielle. Ça va aller très rapide parce que franchement, on a déjà parlé des structures de marché, etc. Donc, il n'y aura pas de nouvelles, de choses vraiment particulières à voir, si ce n'est que en fait pour réduire un petit peu l'intensité concurrentielle d'une entreprise, sur un marché plutôt, l'entreprise a le choix de se différencier. En fait, elle va faire le choix de la différenciation. Et en fait, elle peut se différencier de plusieurs manières. Tout d'abord, en gros, la différenciation, c'est quoi ? C'est de proposer une offre différente des autres entreprises, des concurrents. Pour ce faire, elle peut imaginer innover, d'accord ? Donc, elle peut créer une innovation en proposant, tu sais, des produits nouveaux que les concurrents ne proposent pas. Et en fait, tu vois, il y a plusieurs types d'innovation. Donc, je vais te les donner rapidement, même si ça, c'est vraiment pour ta culture personnelle. Mais on a l'innovation de produits, en gros, qui consiste à développer un nouveau produit. Tu vois, par exemple, moi, je suis sur Apple et on va pas se mentir, à ce niveau-là, ils sont incroyables. Sinon, tu peux avoir l'innovation de procédés, par exemple. L'innovation de procédés. Tu vois, par exemple, une entreprise comme Amazon, elle utilise une logistique complètement différente avec des robots, etc. Donc, c'est un nouveau procédé finalement. Ensuite, tu as l'innovation de commercialisation. Par exemple, je ne sais pas moi, mais
par exemple un emballage qui va être particulier, qui va permettre un meilleur transport, etc. On va commercialiser l'offre différemment. Ça, c'est une manière de faire. Et tu as aussi une innovation d'organisation. Par exemple, lors du confinement, on a vu que le télétravail, ça s'était complètement développé. Et donc, tu as différents types d'innovation et l'entreprise peut se différencier à ce niveau-là. D'accord ? Elle peut se différencier aussi, tu vois, en étant innovante. Ça va lui permettre, par exemple, si elle a, je sais pas moi, une innovation de produit, ça va lui permettre d'obtenir un monopole temporaire. Qu'est-ce que ça veut dire le monopole temporaire ? Ça veut dire que pendant un petit moment, elle va être la seule à vendre le produit en question. Je te donne un exemple très concret, les montres connectées. Les montres connectées, quand c'est apparu, il y avait une entreprise qui les vendait, il me semble que c'était Apple. Et puis petit à petit, donc ça lui a donné un monopole temporaire, et petit à petit, les autres entreprises l'ont imité et ont innové également pour jouer la concurrence sur ce produit. Pareil, les écouteurs connectés. Il me semble que les premiers, c'était les AirPods. Il me semble. Et qu'après, tu as d'autres entreprises qui ont suivi le pas, mais pendant un moment, Apple avait un monopole temporaire sur ce produit-là. Et du coup, comme c'est la seule à proposer ce produit, elle peut pratiquer les prix qu'elle veut. Et elle est en situation de monopole si on veut. Également, l'entreprise peut choisir deux types de différenciation. Soit la différenciation horizontale, soit la différenciation verticale. Alors, pour la différenciation horizontale, en fait, il s'agit, donc c'est une manière de réduire l'intensité également, l'intensité concurrentielle. En fait, pour la différenciation horizontale, l'entreprise va proposer des services équivalents à ses concurrents sur le même prix, mais disons qu'elle va essayer de se différencier par certaines caractéristiques. Donc, disons que les produits rendent le même service, mais ils ont quelques différences. Par exemple, je sais pas, moi, tu vas vendre une Clio dernier cri vs une Polo. La marque n'est pas la même, mais le service est le même. Et là, le prix est à peu près pareil. Le prix est également équivalent. Donc, en fait, on est sur une différenciation où les produits rendent exactement le même service, mais par contre, il y a quelques différences sur quelques options, peut-être les pneus qui sont différents, etc. Par contre, pour la différenciation verticale, là, c'est complètement différent, c'est-à-dire que on va proposer un produit haut de gamme. Je te donne un exemple très concret. Par exemple, je sais pas moi, tu prends une Clio VS Ferrari par exemple. Alors voilà, là on est sur une différenciation verticale, c'est-à-dire que je propose un produit qui est clairement haut de gamme, qui n'est pas sur le même rapport de prix. Lacoste c'est pareil, qui va proposer des produits de qualité supérieure, etc. Et donc c'est une manière de se différencier, c'est-à-dire à la fois je peux pratiquer une différenciation horizontale et donc avoir à peu près le même, les produits qui rendent le même service mais qui ont quelques caractéristiques différentes, mais on est sur le même ordre de prix. Par contre, la différenciation verticale, là, on va se positionner en tant que marque haut de gamme et on va travailler sur notre image de marque. Et en réalité, la différenciation et la réduction de cette intensité concurrentielle, elle a plusieurs bénéfices pour le consommateur. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir profiter de nouveaux produits. C'est-à-dire qu'il va avoir une gamme de produits qui va s'offrir à lui parce que les entreprises vont se concurrencer pour apporter de nouveaux produits et du coup, ça va baisser le prix des produits. Pourquoi ? Parce que plus il y a de concurrence sur un marché, plus on risque de tirer les prix à la baisse pour se faire une place et pour vendre plus facilement. Et donc pour le consommateur, c'est vachement bien que les entreprises travaillent sur cette intensité concurrentielle. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de baisser le prix des produits et en même temps de profiter de nouveaux produits. Donc voilà en gros pour les stratégies des entreprises pour réduire l'intensité concurrentielle. On a déjà parlé des structures de marché, du monopole, de l'oligopole, etc., etc. On a parlé de la concurrence pure et parfaite et de la concurrence imparfaite, à savoir les situations de cartel, de monopole et d'oligopole. Là, je t'ai parlé de différenciation. L'entreprise, elle peut se différencier soit en innovant,
Ou alors, elle peut différencier ses produits de manière horizontale ou verticale. Donc voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à ce sujet-là et à ce chapitre que j'ai décidé de faire directement sur les stratégies des entreprises pour réduire l'intensité concurrentielle. J'espère que l'élasticité prix-demande et l'élasticité croisée n'a plus de problème pour toi. N'hésite pas à remettre en arrière, n'hésite pas à refaire les exercices que j'ai donnés et surtout apprendre la formule du taux d'évolution, ça va de soi, la formule du prix-demande, la formule du prix de l'élasticité croisée, pardon, et bien évidemment les interprétations, ça va de soi. Oui, tu as des choses à apprendre par cœur, mais crois-moi que quand tu as appris ça, après tu te balades et c'est des points donnés, vraiment. Alors, on a vu pas mal de choses dans ce chapitre. On a vu tout d'abord le degré de concurrence, on a vu la définition d'un marché et la définition d'un marché pertinent. On a vu également l'intensité concurrentielle. Je t'ai présenté plusieurs structures de marché, la concurrence pure et parfaite, l'oligopole, le monopole et le cartel. On a parlé de barrière à l'entrée, cet obstacle qui empêche les entreprises de s'insérer dans un marché. On a parlé également d'intensité concurrentielle avec l'indice de Herfindahl-Hirschman. Je te rappelle, hein, une addition, tu mets tout au carré, tu additionnes et voilà. Pareil, l'interprétation, il faut la connaître également. Et enfin, on a parlé d'élasticité prix-demande et d'élasticité croisée. J'espère que ce chapitre est plus clair pour toi. N'hésite pas à revoir la vidéo. N'hésite pas à poser tes questions. Peut-être que moi ou quelqu'un d'autre y répondra. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un petit j'aime, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Fais tourner à toute ta classe si ça peut les aider. Si tu as une évaluation demain, bah bon courage, mais te couche pas tôt, s'il te plaît. Si tu es là pour le bac, force à toi, je suis tout cœur avec toi. Et puis merci pour vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt tout le monde. Bye bye.